ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Guyane, actualité. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, notre invité pour démarrer la semaine, c'est le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, qui est l'invité du Grand Forum aujourd'hui. Nous allons aborder avec notre invité plusieurs thèmes, dont celui qui fait l'actualité aujourd'hui à travers Air Guyane, parler du désenclavement, de l'aménagement du territoire. Mais d'autres sujets également seront abordés avec notre invité aujourd'hui. Avec moi, comme tous les lundis, Rudy Stephenson. Et nous sommes en direct sur le Facebook Live, vous êtes déjà là. Et pour nos auditeurs, comme d'habitude, laissez-nous d'abord développer tous les sujets avec notre invité et ensuite vous pourrez faire le 25 76 25. Monsieur le Président, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Vernet, bonjour Monsieur Stephenson, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pays. Vous êtes partout pour expliquer justement, et c'est l'occasion d'expliquer un peu à travers tout ce qui se passe dans l'actualité, quelque part la politique de la collectivité territoriale de Guyane. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Rudy, comme tous les lundis, merci Rudy d'être là. Merci Gilles de me planifier le lundi. Mais tu es là le lundi. Donc tout va bien. Dans la grille. Ouais. Donc oui, je suis là. Oui, ça va. Depuis ce matin, ça va. Des sujets intéressants pour nos auditeurs ce matin. Oui. Bon, à titre personnel, moi, je me suis pas caché. Moi, j'étais dans une grande attente de pouvoir poser des questions et échanger avec le président de la CTG, évidemment. Bonjour, Gabriel Serville. Bonjour Monsieur Stephenson. Voilà, vous avez déjà dit bonjour. Oui. Mais à noter aussi que pour l'ambiance quand même de notre plateau, le président est venu en force. Ça fait un peu, vous savez. Avec son équipe. Ouais. Non, mais c'est bien. Avec son équipe. C'est rare. Il y en a qui viennent vraiment tout seuls. C'est vrai. Bon, faut le dire. Alors, l'idée quand même, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur plein de groupes, des groupes WhatsApp notamment. L'idée pour nous, ce matin, chers auditeurs, c'est d'avancer. Voilà. On avance et c'est ça le plus important, parce qu'on pense aux employés d'Air Guyane, parce qu'on pense à tous ces habitants également qui seront en difficulté. Donc on veut avancer et on posera des questions dans ce sens-là au président de la CTG. Avant de commencer, avant de poser les premières questions à Gabriel Serville, Rudy, une question pour nos auditeurs. Oui. Est-ce qu'une collectivité peut créer une compagnie aérienne ? Oui, c'est une question qu'on a eue sur les Facebook Live, qu'on a eue en commentaire aussi, très souvent, malgré qu'on ait précisé que ni toi ni moi, Gilles, jusqu'à aujourd'hui, on n'est toujours pas expert quand même de l'aéronautique, mais pour nos auditeurs... On va le devenir à force. Oui, à force, oui. Mais pour autant, pour nos auditeurs, vous connaissez la formule, on ne vous cache rien, vous allez sur le net, vous essayez, comme nous aussi, de comprendre, de trouver l'information. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, évidemment qu'une collectivité peut être à l'initiative de la création d'une compagnie aérienne. Attention, une collectivité n'a pas vocation à être une société qui est une compagnie aérienne. C'est pas ça. Et on entend par collectivité même un EPCI, par exemple, un établissement intercommunal, ou la collectivité territoriale de Guyane, qui d'ailleurs n'a pas attendu, parce que depuis 2002, qu'on connaît la formule des délégations de services publics, il existe une société d'économie mixte, on en a déjà parlé, qui s'appelle la Sodetragui, et qui a été dans l'actionnariat de ce groupe CARE, qui n'est plus. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc oui, Gilles, c'est tout à fait possible. Tu fais sourire déjà le président. Oui, bon, en tout cas, le président, on aura des questions quand même, évidemment, président. Mais oui, c'est-à-dire, quand on dit qu'une collectivité peut être à l'initiative, ça veut dire qu'en fait, comme ça a été le cas en 2007, vous savez, il y a eu une DSP qui a été passée, et c'était déjà une stratégie politique de dire, à terme, il faut, quoi qu'il arrive, que la collectivité de l'époque, la collectivité régionale de l'époque, puisse devenir petit à petit, via la Sodetragui, actionnaire principal de la société, de la compagnie aérienne, qui avait vocation à devenir une compagnie aérienne guyanaise. Bon, ça, on posera la question au président Serville, si on est toujours dans la même idée. Et pour finir rapidement là-dessus,
quand une collectivité se lance dans cette démarche, et c'est le cas de plusieurs collectivités des territoires d'outre-mer, Air Austral pour ceux à qui ça parle, pour la Réunion, Air Tahiti par exemple, Air Calin pour la Nouvelle-Calédonie, bref, cette formule a permis que des collectivités participent donc à la création et puis au fonctionnement aussi d'une compagnie aérienne. Et ce sont des compagnies aériennes que je viens de citer qui existent encore. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pour tordre le cou peut-être d'emblée, cher Président, à ceux qui se poseraient la question, est-ce que la CTG est dans son rôle, pas dans son rôle? Est-ce que vous avez le droit, pas le droit? Voilà, c'est ce qu'il faut pouvoir répondre. Oui, la collectivité territoriale de Guyane, comme ça a été le cas pour la région à l'époque, peut rester dans cette logique de dire oui, nous voulons une société participer à la création d'une compagnie aérienne guyanaise. Une réaction du président. Alors c'est bien parce que M. Stephenson pose la question et il a pour tous la réponse comme un grand. Donc moi je n'ai rien à rajouter, hormis le fait de dire qu'effectivement créer une compagnie aérienne qui serait à l'initiative de la CTG, c'est une bien belle chose, c'est une bien belle idée. Mais après il faut savoir ce qu'on met derrière et comment ça peut évoluer. Il a cité Air Calédonie. On voit en ce moment les difficultés que rencontre cette compagnie aérienne. Alors comme toutes les autres d'ailleurs, Air Austral aussi d'ailleurs. Air Austral, ce ne sont pas les seules compagnies à connaître des difficultés. Et donc cela veut dire que cela est toujours possible. Mais après, il faut savoir dans quel but, pour desservir quelle partie du territoire, suivant quels frais financiers, pour quels moyens, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une question qu'il faut pas avoir peur de se poser. Alors, il est bien entendu que la question m'a été posée. Mais Monsieur Serville, pourquoi vous ne créez pas une compagnie aérienne, vous mettez en place une SEB et puis la CTG va rentrer au capital? Mais j'ai dit oui, sur le papier, tout ça, c'est faisable, c'est souhaitable. Mais derrière, on fait quoi et on dit quoi? L'argent, on le prend où? On peut le trouver si on le cherche correctement, l'argent. Mais moi, je considère que c'est un travail qui va prendre du temps. On peut pas arriver en 2021 et puis décréter en 2022 qu'en 2023, on va créer une compagnie aérienne avec la CTG au sein de son capital. Ce n'est pas une réflexion que nous avons écartée, loin s'en faut. Mais on était tellement pris le couteau sous la gorge par rapport à la DSP qu'il fallait faire vivre, qu'il fallait pouvoir alimenter. Parce qu'il faut quand même vous rappeler que le délégataire, à savoir la société Caire, devait, dans un délai de 1 an après la signature de la convention, s'organiser et faire tout ce qui était nécessaire pour filialiser Air Guyane, pour que ça devienne une société localisée en Guyane avec un siège social en Guyane, avec la défense des intérêts de la Guyane. Mais la vraie question que l'on se pose, et aujourd'hui je me la pose avec plus d'acuité, après ce que j'ai constaté au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, c'est qui a intérêt véritablement, dans ce concert de louanges et de bonnes paroles, à créer une société guyanaise. Les Guyanais, certainement. Mais la société Caire n'avait pas du tout intérêt à filialiser Air Guyane, parce que c'est justement les 14 millions d'euros de la Guyane qui tombaient dans l'escarcelle de 70 millions d'euros du chiffre d'affaires de Caire, qui permettait à Caire de maintenir sa trésorerie, qui lui permettait de maintenir son équilibre. Donc il est évident qu'à partir de l'instant où on aurait filialisé Air Guyane, ça nous aurait permis d'avoir un regard très précis sur ce qui se fait dans les côtes de la compagnie Air Guyane, et donc on aurait mis Caire en demeure de justifier un certain nombre de situations, ce que Caire n'aurait certainement pas été en capacité de faire. Et vous avez bien compris, et je vais en terminer là, que lorsque, avant la désignation des repreneurs, j'ai annoncé avec courage et en toute responsabilité par rapport à ce que je savais sur le fonctionnement de Caire, que si la CAFOM était positionnée par le tribunal, que moi, je m'engageais à dénoncer la délégation de service public, vous avez vu leur réaction, ça a été de dire s'il n'y a pas la DSP de la Guyane, nous on se retire. Mais c'est parce qu'ils avaient parfaitement compris à quel point la Guyane était importante dans l'escarcelle de la société Caire. D'où l'intérêt pour nous de modifier la ligne. Je dis souvent qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser la coquille. La coquille s'est malheureusement cassée de manière imprévisible. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon rôle en tant que président, c'est bien de prendre le taureau par les cornes, de regarder le problème en face et avec les différents partenaires, se poser la question de savoir comment on fait pour le régler. Alors, pourquoi on démarre l'émission comme ça, justement? Et il y avait une volonté de démarrer l'émission comme ça. C'est pour tous les messages qu'on reçoit, pour dire, mais pourquoi on ne fait pas notre compagnie aérienne guyanaise? C'était justement pour avoir aussi toutes ces explications-là et avancer concrètement et dire à certains Guyanais, mais tout le monde voudrait une société, une compagnie aérienne guyanaise. Simplement dire comment on le fait, dans quel délai,
combien ça coûte, est-ce qu'on a la capacité aussi à le faire comme ça. Chers auditeurs, c'est important, j'ai bloqué le standard, laissez-nous le temps d'avoir une explication avec le président Serville. Président Serville, c'était ça le but. C'est trop facile de dire, allons monter une compagnie aérienne guyanaise. On voulait cette explication-là, justement, c'était important pour mais auditeurs. M. Vernet, je tiens à dire aux auditeurs de Radio Pays que cet idéal, nous le portons également. J'imagine Mais bien. vous savez il faut du temps. Bien sûr. Avant de dépenser, il faut réfléchir pour savoir où on prend l'argent. Mais tout ça est mis dans l'escarcelle et j'espère que dans un terme plutôt moyen, la Guyane sera dotée d'une compagnie qui va desservir ces communes dans le cadre d'un projet global de désenclavement, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas que l'aérien qui nous intéresse. On va en parler. Tu veux rajouter quelque chose ? Vas-y. Oui. Pour toujours pareil, pour la meilleure compréhension possible. Vous arrivez, vous constatez, comme d'autres avant aussi certainement, qu'il y a une DSP, et on sait bien que cette DSP posait problème. Quand vous êtes en connaissance des choses, et puis vous échangez aussi avec le groupe CARE, à cette époque-là, vous sentez ou pas que CARE va nous faire une entourloupe, excuse-moi, président, je vous parle directement, et quand vous le sentez venir, est-ce que ce n'était pas possible de vous dire, bon allez, on va peut-être arrêter les frais maintenant, et si ça avait été le cas, qu'est-ce qui se serait passé ? La DSP devait être signée, je crois, en 2020, décembre 2020, elle était signée au début 2021. C'est ça. On est arrivé en juillet 2021. Oui. Alors, c'est vrai qu'au début, on s'est rendu compte qu'il y avait par moments quelques soubresauts, il y avait quelques irrégularités, quelques éléments de non-respect de certaines clauses de la convention de DSP. Mais vous savez que tout ça, c'est programmé dans la convention. C'est-à-dire que vous avez deux partenaires qui signent une convention. Il y a des dispositions qui prévoient que si l'un des deux partenaires ne respecte pas sa parole, eh bien, l'autre en face est en mesure de réclamer que son droit soit respecté. En l'occurrence, lorsque le service n'était pas rendu, la société CARE était pénalisée par des pénalités. C'est-à-dire que les 10 millions d'euros qu'elle doit recevoir, on y retranchait l'équivalent du service qui n'a pas été rendu dans les conditions précisées par la convention. Donc tout ça, c'est bien calé. Ce que j'ai entendu dire sur les médias et qui m'a fait froid dans le dos, c'est qu'on aurait dû dénoncer purement et simplement la DSP. Mais vous savez que devant la justice, vous pouvez avoir raison. Et puis la justice après vous démontre que vous avez tort parce que soit que vous n'avez pas respecté une clause particulière, soit que vous êtes allé trop vite en besogne, etc. Et peut-être que la CTG aurait pu se retrouver être condamnée par la justice à verser 20 millions, 30 millions d'euros à la société CARE qui se serait naturellement bien défendue. Parce qu'elle peut trouver des arguments à nous opposer. Est-ce que c'est ça que les Guyanais souhaitaient ? C'est-à-dire que on dénonce la DSP, que les avions arrêtent de voler et qu'en contrepartie, CARE nous demande de payer de l'argent que nous n'avions pas pour un service qui n'aurait pas été rendu. Et là encore, je dis, mais la responsabilité qui m'échoit fait que je ne pouvais pas me permettre d'aller dans cette direction. Par contre, lorsqu'il s'est agi de mettre en place les pénalités pour les services non faits, ça a été fait également. Après, on va pas dire que c'est Gabriel Serville qui a mis la société CARE en difficulté, dans la mesure où, sur le papier et dans les faits, du point de vue budgétaire, nous avons toujours été au rendez-vous pour payer à la société CARE le travail et les services qui ont été réalisés. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et donc, je dis aux gens, parce que la question que les gens se posent, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faut aller demander à Air Antilles-Express comment ça s'est passé à leur niveau, parce que là-bas, c'est très aléatoire. Air Antilles-Express fonctionne avec une billetterie. Ici, on fonctionne avec une DSP. Ça veut dire qu'une fois que la DSP est signée, à partir de l'instant où l'avionneur fait le nombre de rotations qui sont inscrits dans la convention, qu'il y ait 2 passagers, qu'il y ait 5 passagers, qu'il y ait 15 passagers dans l'avion, il sait qu'il va toucher rubis sur l'ongle l'argent qu'on lui doit. Oui, alors une dernière question là-dessus ? Oui, parce que tu sais, autant en profiter. Non, mais bien sûr. C'est ce que de toute façon, me dis. on reste dessus, pour clarifier, mais avec un axe différent. Quand même aussi des choses qui peuvent tomber dans le bon sens quand on regarde. On parle de délégation de service public, c'est vrai qu'on nous a déjà dit que c'est peut-être très technique, mais finalement, c'est pas si technique que ça, parce que d'une DSP à une autre, il y a des variantes. Aujourd'hui, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que il y a une première DSP en 2007 qui elle fonctionnait sur une tarification un peu particulière. Il y avait des tarifs, ceux qui l'ont connu, tarif résidence, tarif non résident. On est passé ensuite à une autre, la DSP qui est tombée là, à une autre approche. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre choix politique, quelque part, qui a été fait, qui a été au nombre de places. C'est-à-dire qu'il fallait qu'effectivement le délégataire remplisse ses obligations en nombre de places.
Sauf que, et c'est là qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je vous posais la question au président tout à l'heure, sauf qu'à un moment donné, quand vous voyez que le système lui-même, il est quelque part pas très juste, et puis on sait que Caire, ça fait 5 ans, vous êtes là pour le coup, c'est pas M. Serville, je peux le redire, qui est responsable du déficit de 90 millions du groupe Caire. Ça, on est d'accord. Pour le coup, mais quand vous le constatez, est-ce que ça vous a pas donné une raison juridique quand même assez forte et puissante de dire qu'il y a un défaut quand même dans cette DSP parce qu'il y a un problème d'équité? Ah non, mais il est clair que dès le départ, on a vu que la DSP comportait des lignes de faiblesse. Et d'ailleurs, c'est le sens des discussions que nous avions avec l'ancien ministre des Outre-mer, M. Jean-François Carenco, avec lequel on a eu de profondes discussions pour se dire qu'il y a un certain nombre de questions qui demeurent posées, auxquelles on n'arrive pas à apporter les justes réponses. Des questions qui étaient posées notamment par les habitants de Maripasoula, essentiellement la commune la plus desservie avec une forte population, etc., et qui demandait d'augmenter le nombre de rotations. Mais ce nombre de rotations, vous savez, il est limité par décret. Donc on était avec le gouvernement en train de voir comment on aurait pu casser ce décret pour déplafonner le nombre de rotations. On s'est rendu compte que sur la clé de répartition budgétaire entre l'État et la CTG, il y avait aussi nécessité de trouver un rééquilibrage des choses. Parce que moi, je pars encore une fois du principe que c'est à l'État qu'incombe la responsabilité d'instaurer l'égalité entre les territoires. La CTG, collectivité qui arrive après, elle est aussi sur cet axe, sur cette nécessité de désenclaver, d'équilibrer, d'aménager. Mais il faut bien comprendre que la collectivité, quand on regarde la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la collectivité vient en complément de ce que fait l'État. Or, aujourd'hui, on se rend compte que sur une DSP à 10 millions d'euros, la CTG met 8,5, l'État met seulement 1,5. Et on était également pour parler avec le gouvernement pour que certains éléments fondamentaux de cette DSP soient modifiés, y compris cette clé de répartition qui aurait pu permettre à la CTG d'être plus forte dans sa façon d'envisager la desserte aérienne mais aussi terrestre du territoire. Et de la même manière, si vous le permettez, je ne peux pas m'empêcher de le dire, Monsieur Stephenson, Monsieur Vernet, donnez-moi juste une petite minute et 20 secondes. Allons-y. Il y a eu la signature d'un plan départemental, un plan territorial de déplacement et de mobilité en Guyane en 2012, qui engageait l'État, la région et le Conseil général. Ce plan devait s'étaler de 2012 à 2025. Ce plan était évalué à 3,8 milliards d'euros. Lorsque le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui était co-constructeur de ce plan, a regardé le montant que ça allait coûter, il s'est dit on va éliminer certains projets qui étaient contenus, mais qui étaient des projets de bonne facture, qui avaient été largement et profondément pensés par les acteurs du territoire. Ils ont écarté pour exactement 2,3 milliards d'euros. 2,3 milliards d'euros. Deux projets qui avaient été pensés et réfléchis pour la Guyane et qui ont été mis de côté, notamment la route du fleuve, dont personne ne parle, la route du fleuve, dont on a considéré que c'était beaucoup d'argent dépensé pour une population qui n'était pas suffisante. Et que je sache, à l'époque, je n'ai entendu personne monter au créneau pour dire qu'il fallait justement renforcer et maintenir cette route du fleuve dans ce plan territorial de déplacement et de mobilité, etc. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce que l'on vit avec la compagnie Air Guyane n'arrive pas comme ça subitement du ciel, ça tombe pas comme ça par hasard. C'est un long processus, j'ai envie de dire d'inaction ou d'incompétence de notre part, de manière collective. Là, je n'accuse personne. Je ne fais que regarder les documents et pour finir par me dire que si on avait été plus courageux à l'époque, peut-être que les problèmes de désenclavement tels que nous les connaissons aujourd'hui n'auraient pas existé. Et donc la question qui m'est posée régulièrement, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit qu'il y a des gens avant moi, des experts, des gens bien, des habitants de ces parties du territoire qui ont pris le temps de la réflexion et qui ont constaté qu'il fallait à la fois l'aérien, il fallait organiser le fluvial, mais qu'il fallait aussi organiser la route. Ces documents, ils existent, je les ai là, si vous voulez, je peux vous les prêter, vous allez voir ce qu'ils contiennent. On va pas réinventer le fil à couper le beurre chaud, d'autres l'ont déjà fait avant nous. Ce qu'il faut, c'est se mettre au travail et puis dire à l'État, dire au gouvernement que la configuration actuelle est des plus supportables. Donc, il va falloir que vous accompagniez les collectivités de Guyane pour aller vers ce désenclavement du territoire. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous faites la transition justement à venir. Tu pourras rebondir. Oui. J'ai bien senti que tu voulais relancer. Ah non, pas du tout. Je voulais remercier le président de la transition.
OK Parce pour la que transition. Autant j'ai la capacité de poser les questions et de répondre aussi moi-même, le président a la capacité de faire les transitions. Alors justement, Air Guyane, c'est bien sûr, ça touche aussi à plusieurs choses, hein, le désenclavement, aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est la compétence de la CTG. Question, quel désenclavement? Vous le disiez, effectivement, c'est pour ça qu'on parlait de transition. La route, le train, l'aérien, le fluvial. Du coup, comment vous allez réviser le SAR, je rappelle, schéma d'aménagement régional, Monsieur le Président? Le SAR il est déjà en révision. Bien sûr. Le SAR sera révisé en tenant compte, bien évidemment, des impératifs que nous nous sommes fixés et de ceux que nous allons nous fixer. Et je viens de le dire à l'instant, il faut renforcer l'aérien. Je crois que le Guyana en permanence donne une sacrée leçon à l'espèce. Un territoire 2,5 fois plus grand que la Guyane, population 2,5 fois plus conséquente que celle de la Guyane. Mais ils en sont 17 aérodromes. 117 aérodromes lorsque nous, on n'en a que 7. Donc vous voyez bien que dans leur état d'esprit, ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir faire des pénétrantes routières dans tout l'intérieur du pays. Donc ils sont passés par la voie aérienne et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Alors je ne dis pas qu'il faille faire du copier-coller avec le Guyana. Je dis oui, il faut s'en inspirer. Mais il faut aussi s'inspirer de certains territoires qui ont aussi tracé des routes. Mais on trace la route pourquoi? Et c'est là où je dis que ce plan global de transport et de déplacement, il va falloir le retravailler à l'aune de la manière dont le pays Guyane évolue. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que souvent, mes amis de Maripasoula me disent il faut faire la route Maripasoula, Saül, Bélizan, Cayenne. Parce que tout est centré et tout est orienté autour de la ville de Cayenne. Mais lorsqu'on regarde comment le pays Guyane est en train d'évoluer, on se rend compte que le pôle ouest, en la matière Saint-Laurent-du-Maroni, est appelé à devenir un pôle de grande importance sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan industriel, etc. Et donc, la question qui est posée, que je pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les habitants qui sont à Maripasoula et à Papeïchtan et dans une moindre mesure Grand Santi devraient toujours rester avec le regard focalisé sur Cayenne, ou alors est-ce qu'on ne devrait pas se dire que compte tenu de la manière dont Saint-Laurent évolue aujourd'hui, il faudrait peut-être, mais je le dis sans affirmer, ce n'est qu'une question, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mettre une préférence, une orientation en direction de la route du fleuve? Parce que dans quelques années, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Cayenne aura peut-être perdu de sa superbe, c'est pas ce que je souhaite. Mais ce sont les faits qui sont têtus et qui le démontrent, au bénéfice de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors vous imaginez faire une route de 400 km pour venir à Cayenne, et puis pendant ce temps, les gens vont se dire, en réalité, c'est en direction de Saint-Laurent qu'on aurait dû s'orienter. Mais on n'aura pas cette route de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors on peut voir les deux. Je l'ai dit à M. Philippe Descamps du collectif Apache. On ne ferme aucune porte. On ne ferme aucune porte. Mais il faut pouvoir se projeter dans le temps. C'est-à-dire si on raisonne en termes de désenclavement de la Guyane dans l'instant présent, il y a 10 000 chances que l'on se trompe. Donc on fait cette projection. On évalue les coûts, comme vous dites, parce que ça va coûter des milliards et des milliards. Il faudra aller chercher l'argent là où il est. Si on le cherche correctement, on peut le trouver. Après, je ne vais pas dire aux gens, on n'est pas dans une séquence d'illusion. Il ne suffit pas de claquer des doigts et puis l'argent tombe. Il faudra planifier tout ça dans le cadre d'une programmation pluriannuelle d'investissement et qui va nous permettre de tracer les routes. Ouais. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles, mais il faut les structurer. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.